Et puis on va passer maintenant, si vous voulez bien, au deuxième cas. Et cette fois-ci, on est dans un établissement unique, donc on va pouvoir approfondir. On approfondit aussi les choses. Et c'est la clinique qui est la clinique Saint-Louis à Poissy, qui fait partie du groupe. Alors je sais jamais si on dit Elsan ou Elsan. Elsan, pardon. Qui fait partie du groupe Elsan, donc à Poissy, on est en région Île-de-France, et là c'est à la fois donc c'est Zaya qui a décidé finalement, j'allais dire comme à titre de patron opérationnel finalement de l'entité où vous êtes, de choisir des aides exosquelettes, et les aides exosquelettes incarnées par Anaïs ici présente. Et encore une fois, quand on dit Anaïs, c'est aussi l'équipe qui est globalement là de Japet Médical. Alors lui, je dirais le fondateur de Japet, c'est un peu comme Kevin. Quand je l'ai rencontré, il se promenait, j'allais dire dans un salon, c'est pas sympa de dire ça, mais si quand même, dans un salon comme celui-ci, avec une colonne vertébrale. Et donc voilà, la colonne vertébrale, c'était son truc. Et comment est-ce que et depuis c'est devenu une belle success story aussi. Donc à vous, pareil. Donc là on est c'est un autre truc. Donc là on avait le regard d'une ergonome, là on a le regard de quelqu'un. Alors Zaya Julie, elle est pharmacienne, donc en gros de formation pharmacien, mais en même temps vous avez fait d'autres formations donc qui vous mènent vers l'hygiène, les conditions de travail et tout. Et c'est ça finalement votre objectif, c'est j'allais dire de marier tout ça autour, voilà, d'un secteur, et d'un secteur qui est aussi essentiel. Donc à vous de le présenter. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous, et merci pour cette invitation. Alors, je vais faire juste un petit écart. Est-ce que tout le monde est familier du métier de pharmacien? Tout le monde connaît la stérilisation dans un établissement de santé? Vous connaissez tous la sté? Oui, très bien. Donc, alors moi je suis pharmacienne de formation. Donc quand on travaille dans des établissements de santé, alors surtout de petite taille, donc je suis également responsable du service de stérilisation. J'aime toujours à dire que la stérilisation est le poumon du bloc. Le long de votre menton en bas. Là, en dessous. Oui. C'est bon? Oui. Comme ça. Ah pardon. Vous entendez mieux là? Très bien. Donc du coup, j'aime toujours à dire que la stérilisation est le poumon du bloc opératoire. Donc c'est un service opérationnel. On a un personnel qualifié, ce sont des agents de sté. Et donc comment ça se passe? Alors, quelques mots juste pour resituer. Donc vous avez du matériel qui est utilisé, tout à fait. Alors ça c'est un type de matériel essentiellement utilisé en orthopédie. Donc vous avez du matériel qui est utilisé pour opérer un patient. Ce matériel-là, on s'assure qu'il est stérile pour pouvoir le réutiliser chez d'autres patients. Donc c'est du matériel qui, pris individuellement, peut paraître léger, mais quand vous avez des conteneurs comme ça, eh ben en fait on peut atteindre assez facilement des poids assez lourds. On parle de 13 à 15 kilos pour une boîte utilisée pour une chirurgie. Et parfois, on peut utiliser et être amené à utiliser plusieurs boîtes. Donc en fait, on est sur des métiers avec beaucoup de sollicitations musculaires et avec des gestes répétitifs. Donc en fait, les agents, il faut savoir que toute la journée, ils travaillent, on est calé sur les horaires du bloc opératoire. Donc si vous avez un bloc qui tourne 5 sur 5, eh ben, la stérilisation va tourner aussi 5 sur 5. Donc on démarre dès 8 heures du matin avec des agents qui vont être mobilisés. Et donc du coup, le matériel est utilisé chez un patient. Il arrive au service de sté, on va le laver. Donc il y a une première action. On va prendre le matériel dans des bacs, on va les remettre dans un bac. Ensuite, une fois qu'il est lavé, on va le charger dans des machines, type machine à laver. Donc il faut imaginer que là, on ne parle pas d'un, deux, trois instruments, on parle de beaucoup d'instruments. On va le charger dans cette machine à laver. Il y a une autre équipe, parce qu'en fait on se divise en deux, qui est de l'autre côté, qui récupère le matériel lavé, qui commence à le ranger par spécialité, par boîte. Et donc du coup, on a un listing à respecter et on commence déjà à avoir du poids. Une fois qu'on a ces boîtes-là qui sont recomposées, donc on fait ce qu'on appelle une recomposition. Et là, on va charger encore dans une autre machine qu'on appelle autoclave. Et c'est là où il va y avoir le premier cycle de stérilisation.
et on récupère ces boîtes-là qui sont quand même assez lourdes de l'autre côté. Donc on est vraiment sur des gestes et postures à répétition du matin jusqu'au soir. Ouais, je vous arrête 30 secondes. Merci, hein, votre exemple montre bien deux importances. D'une part, je trouve qu'à l'hôpital, peut-être plus qu'encore qu'ailleurs, la chaîne des intervenants, qu'ils soient soignants, qu'ils soient techniques, qu'ils soient des aides ou autres, est très très importante et finalement la qualité du soin, l'impact santé véritable pour le patient qui est quand même en gros l'objectif, est très très dépendant de la chaîne amont. Et ce que vous montrez là, c'est effectivement c'est un côté coulisses qui est pas du tout perçu souvent par les par les patients ou même par les Pékin de Boss tels qu'on est globalement tels qu'on est tous, et qui est très important. Et ce que vous montrez aussi, c'est finalement la pluralité qui est à la fois la pluralité et la diversité de gestes, de ports, de charges ou autres, et qui demande, alors comme ça, on a l'air, c'est comme les gens qui font du patin à glace, on a dit c'est très simple, il n'y a qu'à faire ça. Voilà, c'est pareil, c'est très simple, il n'y a qu'à penser à ça. Et derrière l'effort qui est derrière pour concevoir tout ça et pour intégrer, c'est tout à fait important. Donc vous l'avez essayé, vous avez essayé donc adopter les exosquelettes essentiellement dans ce type de service. Si vous aviez, par exemple, voilà, je vous pose une question un peu impromptue, mais si vous aviez à conseiller de l'utilisation d'exosquelettes ou pas ou autre à d'autres types de services, qu'est-ce que vous leur diriez d'avoir comme priorité, de vigilance prioritaire? Ça peut être par exemple dans d'autres établissements sur cette utilisation, mais éventuellement aussi sur d'autres. Alors, il faut savoir que pour mettre en place ce projet-là, on a travaillé avec Japé. On a répondu à un appel d'offres et ça a été une décision collective. On a incité, on a fait participer les agents, on les a fait tester. Il y a eu une observation vraiment pendant leur quotidien, leur routine, parce qu'il fallait vraiment impliquer les personnes quand on répond à ce type de projet, parce que c'est quelque chose qu'ils vont porter. Donc au début, en fait, les personnes, quand vous leur dites, et c'est pas pour reprendre vos propos, mais il y a de l'appréhension parce qu'on va porter quelque chose et donc on sait pas trop. On a l'impression d'être un peu effectivement robotisé, mécanisé, avoir quelque chose sur soi. C'est très intrusif dans votre quotidien et donc du coup, les impliquer dans cette démarche-là, donc ça a été très bien perçu. Donc impliquer les professionnels, être attentive à leurs besoins. Nous, avant d'avoir mis ce projet-là dans l'établissement, il faut savoir qu'on a eu beaucoup d'accidents de travail. C'est normal, hein, vous avez des gestes qui se répètent, vous avez du port de charges lourdes, donc beaucoup de problèmes de dos, surtout. Et surtout, on a eu accident de travail, arrêt maladie, absence. Il faut savoir que c'est des personnes qui sont qualifiées. Donc, recruter sur ces postes-là, c'est pas si facile. Trouver quelqu'un le matin même pour remplacer au pied levé, c'est pas évident. Et donc, ce projet-là a diminué tout ça. Donc, avec vraiment un projet d'équipe. Bravo, et ça c'est bien effectivement de souligner ça, c'est que souvent on a tendance à penser que ce sont c'est pas sympa de dire ça, mais que ce sont de petits métiers de guerre d'importance. Et ce que vous disiez bien, moi je me souviens quand on a préparé ça, c'est l'importance de la formation. Vous ne pouvez pas mettre n'importe qui aller chez un vendeur de personnel d'intérim pour leur dire tiens là, toi tu vas t'occuper de ça. C'est globalement pas possible. Et juste que vous rappelez bien là aussi, c'est que dans ces métiers, que ce que vous savez encore mieux que moi, c'est que les premières causes d'arrêt de travail, les deux, c'est les TMS en premier, beaucoup plus que dans tous globalement les autres secteurs. L'autre, on s'en occupera à un autre moment, mais ça a trait quand même à ça, parce qu'on sait à quel point, quand on a mal, on est anxieux, et donc on est en risque de développer des risques psychosociaux, enfin des troubles psychosociaux et autres. Le deuxième, c'est ça. Et donc on voit bien que ça répond aussi à ça. Donc merci de l'exemplariser de cette façon-là. De votre côté, maintenant, Anaïs, vous qui, là aussi, vous êtes intersecteur, mais je sais que vous avez, comme moi, pour diverses raisons, un tropisme, importance du secteur des soignants et des soignantes plus particulièrement. À la fois votre expérience et puis ce que vous a appris aussi le fait de travailler avec la clinique de Poissy, avec votre voisine. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu la chance de travailler dans le secteur de la santé, qui est un secteur qui me tient beaucoup à cœur. Et dans le monde des exosquelettes,
on a beaucoup équipé d'abord les chirurgiens. On avait beaucoup équipé, nous, de chirurgiens en bloc opératoire sur, effectivement, quand on doit être penché très longtemps ou on est debout en position statique, des personnes qui avaient mal au dos ou des dentistes qui penchaient au fauteuil sur les patients pour soigner, générer des problématiques ou des douleurs lombaires, jusqu'à arriver à des pathologies qui peuvent être invalidantes, de type hernie discale, qui empêchent la réalisation du métier. Mais ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans le secteur hospitalier, c'est qu'on va au-delà des soignants type chirurgiens et médecins, et où on arrive à équiper les équipes pluridisciplinaires. On voit maintenant de plus en plus les équipes de stérilisation où on n'imagine pas, effectivement, quand on est au bloc opératoire, la fourmilière qui a travaillé en amont pour rendre possible le fait de pouvoir opérer. Et effectivement, moi j'avais été assez impressionnée la première fois où je suis venue à la clinique de voir toutes ces personnes qui effectivement étaient très structurées sur ce qu'elles devaient faire, les métiers, leurs postes, et où effectivement elles étaient focalisées sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur possible. En fait, c'est comme en chirurgie. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de mal stérilisé parce qu'on a mal. Le métier doit être fait à 100% et 100% bien, parce que le risque derrière, il est énorme. Et effectivement, c'est des personnes qui accumulent de la fatigue et du coup qui génèrent des troubles musculo-squelettiques parce que je prends pas le temps ou je prends pas soin de m'occuper de moi, ma douleur ou de moi, ma fatigue, parce que je dois être concentrée et focalisée sur ce que je suis en train de faire. Et c'est là où effectivement on doit être à l'écoute et on doit aussi aller recueillir des éléments et aller chercher l'information auprès de ces professionnels pour leur faire communiquer la fatigue et les douleurs qu'ils peuvent ressentir pour agir avant qu'il soit trop tard. Et je pense que c'est là où effectivement le travail, il est beaucoup sur la communication et de co-construire avec eux le fait de leur faire communiquer leur fatigue, leur douleur, trouver avec eux les solutions, leur faire tester pour les faire valider, les former, et ensuite ça se passe tout seul. Si on les implique dès le début du projet, il n'y a pas de mais pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce qu'on met ça sur le dos. Je suis informée puisque j'en ai moi-même fait du coup la demande, je l'ai moi-même testé, je l'ai moi-même validé. Donc il n'y a pas de raison qu'un exosquelette ne fonctionne pas si toutefois on a mis le bon exosquelette au bon endroit sur les bonnes personnes. C'est des projets qui fonctionnent et effectivement on en a deux preuves très concrètes aujourd'hui. Merci, merci à vous.